Aujourd'hui, 19 juin, les papas sont à l'honneur. La journée leur est dédiée. La fête des pères, célébrée le troisième dimanche de juin, quelques semaines après la fête des pères, a été marquée en Côte d'Ivoire. Le groupement pour l'insertion des étudiants handicapés physiques de Côte d'Ivoire vient de faire une déclaration après le décès du jeune étudiant Alain Roland, percuté par un véhicule de la police sur le campus universitaire de Cocody. Le groupement appelle les étudiants au calme et à la retenue. C'est une solution innovante qui devrait soulager les agriculteurs. Le Centre africain pour la recherche et le développement agricole en partenariat avec le FICA, Fonds interprofessionnel pour la recherche et le conseil agricole, vient de lancer une plateforme électronique des semences. C'est aujourd'hui la première journée mondiale de lutte contre le viol comme arme de guerre. La prise en compte du viol comme arme de guerre dans les conflits actuels est récente. Elle n'a fait l'objet d'une résolution adoptée par l'Assemblée générale de l'ONU l'année dernière. Bonsoir à tous, bienvenue dans le 20h sur RTI 1. Ce dimanche 19 juin est une journée spéciale pour tous les papas à travers le monde. Ils sont à l'honneur. Cette journée leur est dédiée, comme l'a été la fête des mères il y a 3 semaines. Ici en Côte d'Ivoire, les pères ont été célébrés. Le Premier ministre Daniel Kablan-Duncan, comme plusieurs personnalités, ont reçu la visite des pensionnaires de l'orphelinat de Bingerville et de Grand Bassam. Les enfants n'étaient pas seuls, ils étaient avec la ministre Euphrasie Yao, Kader Ouattara, Delphine Gla. Visite surprise de la ministre de la Femme, de la Famille et de la Protection de l'Enfant, Euphrasie Yao, accompagnée d'une 50aine d'enfants de l'orphelinat des filles de Grand Bassam et de celui des garçons de Bingerville à la primature, dans des structures d'information et dans des ministères. Première étape, la primature, où tout ce beau monde est venu souhaiter une bonne fête des pères au Premier ministre Daniel Kablan-Duncan et à travers lui à tous les papas du gouvernement et ceux de la Côte d'Ivoire. Honoré, Daniel Kablan-Duncan n'est pas resté indifférent à cette marque de considération. Je voudrais dire, Madame la ministre, c'est une excellente initiative que vous avez prise. C'est une grande joie d'être avec vous et avec les enfants. Le président de la République compte sur les enfants. Quand on parle de la Côte d'Ivoire de 2020, quand on parle de la Côte d'Ivoire du futur, c'est pour eux en fait. Et tous nous travaillons. Avant la primature, Euphrasie Yao et ses enfants ont tour à tour rendu visite à plusieurs ministres, dont Anzoumana Moutaye et Tene Birahima Ouattara, pour célébrer les pères qu'ils sont. Mais j'avoue que Mme Euphrasie vient de nous surprendre. Comme vous savez, dimanche, c'est la fête des pères. En général, ces genres de fêtes-là, on les fait simplement. Et vraiment, c'est de l'innovation. Et c'est en même temps émouvant. Je suis très ému. À l'endroit des enfants, je voudrais donc leur souhaiter un plein épanouissement. Les remercier donc d'avoir fait le déplacement jusqu'ici pour venir nous saluer. Donc, tout ce qu'on peut leur souhaiter, c'est vraiment un plein épanouissement. Les structures d'information telles que la RTI et Fraternité Matin n'ont pas été oubliées. Leurs responsables ont eux aussi eu droit à leur bonne fête, papa. À leur tour, toutes ces autorités ont remis des enveloppes d'un montant de plus de 6 500 000 francs CFA aux responsables des orphelinats pour continuer leurs actions en faveur des tout-petits. Cette tournée de célébration de la fête des pères a pris fin au quartier Gbagba à Bingerville, où la ministre est allée, les mains chargées de vivres et de non-vivres, à la rencontre de plusieurs familles démunies. La fête des pères célébrée donc le 3e dimanche de juin, quelques semaines après la fête des mères, a une histoire. Celle-ci remonte dans les années 1910 aux États-Unis d'Amérique. Question: qui est à l'origine de la fête des pères et pourquoi a-t-elle été instituée? L'histoire de la fête des pères racontée par Franck Quadio. Papa, 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 si tu n'avais pas été là. Papa, si tu n'avais pas été là. Claude Barzotti ne croyait pas si bien dire. La fête des pères, c'est toute une histoire, remontant le cours du temps jusqu'aux origines chrétiennes de cette célébration. Dans l'Antiquité, autour du 5e siècle, on rendait déjà un culte à Joseph, père adoptif du Christ, dans certains monastères qui détenaient l'apocryphe Histoire de Joseph le Charpentier. Puis l'idée se répand durant le Moyen-Âge et une date
est trouvé le 19 mars, jour de la Saint-Joseph. Selon certaines sources, le choix de cette date 6 jours avant la fête de l'Annonciation est probablement dû à une confusion avec le nom de martyr d'Antioche nommé Joseph. Qu'à cela ne tienne, l'idée de la Saint-Joseph, l'époux de Marie, perdure le long des siècles, mais s'impose réellement qu'en 1621, sous le pape Grégoire XV. Saint Joseph, époux de Marie, donc père du Christ, l'idée se mue en tradition. La fête des pères prend son essor au XIXe siècle lorsque se développe la dévotion à Saint Joseph. Le 19 mars reste jusqu'à ce jour conservé dans certains pays de tradition catholique tels le Portugal et l'Italie. Mais la fête des pères est aujourd'hui une fête civile. Il faut remonter au début du XXe siècle aux États-Unis quand une institutrice, Sonora Martha Dodd, décide de rendre hommage à son père un 19 juin. Il a tout seul éduqué ses 6 enfants après le décès de leur mère. La fête suscite l'engouement et le président américain Richard Nixon instaure la fête des pères comme célébration nationale en 1972 aux États-Unis. Chaque pays, depuis, la célèbre comme il peut. En Inde, par exemple, la fête des pères coïncide avec l'anniversaire du roi, le 5 décembre. En Côte d'Ivoire, 3e dimanche du mois de juin. La fête des pères a un sens particulier. Sans le père, la famille n'existe pas. L'humanité entière décrète une journée pour célébrer les pères. Ça veut dire que même à la création, Dieu, après avoir créé, il a créé l'homme et la femme. Et la fête des pères, pour moi, a un sens hautement spirituel. Mais entre conscience de la pertinence et engouement populaire, c'est tout un autre débat. Mais une chose à retenir, comme le dit Claude Barzotti, l'artiste. Si tu n'avais pas été là. Et c'est cela le plus important. Voilà le plus important. Bonne fête à tous les pères qui nous regardent à travers le monde. Et notre journée est aussi célébrée aujourd'hui, 19 juin. C'est la journée mondiale de lutte contre la drépanocytose. Cette lutte est la 4e priorité de l'Organisation mondiale de la santé. Après la lutte contre le cancer, le sida et le paludisme, en Côte d'Ivoire, des actions sont menées contre cette maladie. Le ministère de la Santé et de l'Hygiène publique et la fondation LIA, Vivre avec la drépanocytose, ainsi que son ambassadeur, le footballeur international ivoirien Wilfried Bony, sont en campagne. Ils appellent à un dépistage à la naissance. Kone Pagassoro. Pas de drépanocytaire, vous ne portez pas aussi le trait de la drépanocytose. Donc nous vous encourageons à continuer le combat. L'international footballeur ivoirien Wilfried Bony reçoit des mains du docteur Kofi Gustave, spécialiste d'hématologie, les résultats de son dépistage contre la drépanocytose reçu à l'occasion de la célébration de la journée mondiale de lutte contre cette pathologie. Wilfried Bony conseille aux populations le dépistage. C'est vraiment important que la population se mette en garde parce que c'est un fléau qui tue aussi. Et donc pour ça, j'ai décidé d'associer mon image pour pouvoir lutter contre cette maladie. Une initiative de la Fondation LIA, Vivre avec la drépanocytose, qui a le soutien du ministère de la Santé et de l'Hygiène publique. Nous devons mettre essentiellement l'accent sur la prévention. Prévention, la population doit vraiment connaître comment est-ce qu'on devient drépanocytaire, quelles sont les mesures à prendre pour éviter la drépanocytose, mais surtout savoir aussi qu'on vit avec la drépanocytose. Notre combat, c'est pouvoir dépister les enfants à la naissance et dès leur enfance, les prendre en charge de manière rapide pour qu'ils puissent vivre mieux leur maladie. Sensibilisation, séance de photos pour dire non à la maladie, distribution de flyers des temps forts qui ont marqué cette journée de sensibilisation de lutte contre la drépanocytose, une maladie héréditaire de l'hémoglobine reconnue comme une priorité de santé publique dans le monde. Selon les statistiques du Centre de recherche et de lutte contre la drépanocytose, chaque année, le nombre de naissances de sujets atteints d'un symptôme drépanocytaire majeur varie entre 5 000 et 6 000 enfants qui ont besoin d'une prise en charge médicale spécifique.
L'autre bataille engagée par les douanes ivoiriennes, c'est la lutte contre la drogue qui porte ses fruits sur le terrain. Plus de 30 kg de cocaïne ont été saisis au port autonome d'Abidjan. Valeur marchande de cette drogue, 840 millions de francs CFA. La drogue en provenance du Brésil a été dissimulée dans des conteneurs de sucre et devrait être envoyée au Burkina Faso. Mais les fins limiers ont pu mettre la main sur cette drogue. Les autorités douanières ivoiriennes saluent la coopération avec les autres pays. Le groupement pour l'insertion des étudiants handicapés physiques de Côte d'Ivoire vient de faire une déclaration après le décès du jeune étudiant Alaba Roland, percuté, je rappelle, par un véhicule de la police vendredi matin sur le campus universitaire de Cocody. Le groupement exprime sa solidarité et sa compassion à la famille éplorée et appelle surtout les étudiants au calme et à la retenue. Issa Yeo, Abou Sanogo. Dans la matinée du vendredi 17 juin dernier, un véhicule de police a causé la mort accidentelle de l'étudiant handicapé Roland Alaba sur le campus universitaire. Dans une déclaration, le président du groupement pour l'insertion des étudiants handicapés physiques de Côte d'Ivoire, GEPSI, membre de la plateforme de l'association des étudiants de l'université Félix Houphouët-Boigny, présente ses condoléances à la famille éplorée et appelle les étudiants au calme. Le groupement pour l'insertion des étudiants handicapés physiques de Côte d'Ivoire, GEPSI, présente ses sincères condoléances à la famille biologique, à l'ensemble des étudiants handicapés ainsi qu'à la grande famille estudiantine. Par la même occasion, le GEPSI appelle tous les étudiants à l'apaisement et à la retenue suite à l'accident survenu. Le professeur Mariatou Kone, ministre de la Solidarité, de la cohésion sociale et de l'indemnisation des victimes, qui avait à ses côtés sa collègue de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique, Ramata Bakayokoli, ont apporté vendredi soir la compassion et le soutien du gouvernement à la famille du défunt à Yopougon. Une innovation qui devrait soulager les paysans. Le Centre africain pour la recherche et le développement agricole, en partenariat avec le FICA, Fonds interprofessionnel pour la recherche et le conseil agricole, vient de lancer une plateforme électronique des semences. Le site vise à offrir un meilleur accès en ligne à toutes les informations, notamment sur les semences, les marchés, les entreprises semencières. On en sait plus avec Francis Boifou. Plus besoin pour les producteurs de se déplacer pour acheter ou savoir le prix des semences de qualité disponibles sur le marché national et sous-régional. La première plateforme électronique sur les semences en Afrique de l'Ouest vient d'être créée. Sur le site www.oasis.net, il suffit d'un simple clic pour avoir les informations recherchées. L'exemple d'un paysan qui a besoin de semences d'arachide. Je peux voir sur la plateforme qui a de la semence d'arachide et à quel niveau il se situe dans le pays, ou même dans la sous-région. Et ça facilite également le réseau de tous les producteurs de semences de la zone CEDEAO, à partir du moment où n'importe quel producteur de semences peut voir les disponibilités qu'il y a au Sénégal, qu'il y a au Mali, et pour chaque spéculation et dans chaque variété. Avoir de la semence de qualité, de la semence certifiée à disposition est un enjeu important pour les paysans et donc pour la productivité et la production. Pour les autorités ivoiriennes, la plateforme électronique va aider à la réduction des coûts des semences, souvent élevés, et augmenter le taux de couverture nationale en semences. Nous couvrons à peu près 12% de nos besoins en semences, alors que notre objectif d'aller d'ici 2020 à 25% déjà de semences de qualité qui soient disponibles va permettre d'accroître de près de 50% de nos productions. Lancé par le Centre africain pour la recherche et le développement agricole CORAF, en collaboration avec le Fonds interprofessionnel pour la recherche et le conseil agricole FIRCA, la plateforme électronique sur les semences en Afrique de l'Ouest favorise la diffusion des informations statistiques sur les prévisions. La fête Henri, la dégradation de la forêt ivoirienne, la situation des forêts classées, autant de sujets évoqués dans le magazine de dimanche au journal de 13h présenté par Delphine Bla. L'invité, le ministre des Eaux et Forêts, Louis Dakouri-Tablé, a initié une vaste opération d'assainissement du secteur pour restaurer le couvert forestier. Voyons juste un extrait de cet entretien. J'ai créé une unité spéciale d'intervention qui, malheureusement, alors que ça ne devait pas être le cas, qui est obligé aujourd'hui d'intervenir sur tous les domaines. Alors qu'au fond,
Dans les différentes régions, il existe des unités régionales qui dépendent du ministère, mais qui ne font plus rien. Il y a 231 forêts classées, mais ces forêts classées existaient déjà, enfin disons, c'était une création du président Houphouët. Vous savez, souvent les gens, dans leur volonté de faire de l'agriculture, ils se demandent pourquoi on classe des forêts. Ils ont l'impression que c'est inutile. Or, les forêts, quand on les préserve, elles servent à l'appurement de l'air. Les forêts permettent de pleuvoir. Les gens ne savent pas ça souvent. Et quand ils font de l'agriculture, ils font de l'agriculture extensive, c'est-à-dire qu'ils prennent toujours de l'espace. Nous allons vers une sahélisation. Ma vision, elle s'inscrit dans celle du président de la République. C'est de réorganiser le ministère, de réarmer moralement les agents, parce que le problème est là. Mais aussi, depuis que ça a commencé, bon, je parle des agents, mais je devais parler aussi des exploitants forestiers, qui souvent ont affaire à des petits agents dans les petits coins de brousse là-bas. Quand il veut contrôler, on lui présente un peu d'argent et il ne résiste pas. C'est d'aller justement contre ces mesures-là et d'appliquer la loi. Le ministère de la Jeunesse, de l'Emploi jeune et du Service civique est aussi en action. La lutte est menée contre le chômage. Ce ministère vient de lancer justement l'édition 2016 de son programme de stage pré-emploi. Cette année, 4200 jeunes ont été sélectionnés pour se frotter aux réalités du monde de l'entreprise et surtout faire valoir leurs connaissances et compétences. Explication Serge Coléa. Des stages pré-emploi pouvant déboucher sur l'embauche pour 4200 jeunes diplômés. Le programme est piloté par l'agence Emploi Jeune. Le ministre de la Promotion de la Jeunesse, de l'Emploi Jeune et du Service civique, qui lui-même a bénéficié de cette initiative gouvernementale il y a quelques années, a exhorté les jeunes bénéficiaires à se l'approprier. Jeune étudiant, j'ai eu le privilège de participer à un programme qu'on appelait le programme d'aide à l'embauche, qui avait été initié en son temps par le Premier ministre Alassane Ouattara. Et donc aujourd'hui, nous sommes venus offrir cette opportunité dans le lancement de cette édition 2016 avec l'espoir que beaucoup de jeunes Ivoiriens puissent en bénéficier, qu'ils aillent s'inscrire sur le site de l'agence Emploi Jeune, www.emploijeune.ci, où il y a de réelles opportunités pour leur insertion en Côte d'Ivoire. L'édition 2016 de cette opération dénommée Programme d'aide à l'embauche a été lancée dans les locaux d'une entreprise de la place qui a précédemment accueilli 50 stagiaires, dont 18 sont passés à ce jour en contrat à durée indéterminée. J'ai été retenu pour un stage. Et tout au long du stage, j'ai également profité de m'inscrire sur le site de Emploi Jeune. 4900 jeunes diplômés ont déjà bénéficié du programme de stage pré-emploi. Plusieurs entreprises sont partenaires du ministère de la Promotion de la Jeunesse, de l'Emploi et du Service civique dans le cadre de ce programme. On parle maintenant religion. Ce dimanche, jour de culte pour les chrétiens, la communauté catholique de la paroisse Saint-Antoine de Padoue de Moussou était en fête. Elle a célébré la clôture des festivités marquant les 120 ans de la paroisse et la fête patronale de la dite paroisse. Le compte rendu est signé Grace Kando. Dimanche, les fidèles ont célébré un double événement, la clôture des festivités marquant les 120 ans de la paroisse et la fête patronale de la dite paroisse. 120 ans que l'évangile a été accueilli à Moussou, ce qui a donné naissance à plusieurs vocations religieuses et sacerdotales. La parole de Dieu a touché le cœur des Abouréhés de Moussou. Nous voyons de nombreux prêtres qui sont sortis d'ici. Moussou constitue pour nous un grenier de vocations. Nous voyons des religieuses aussi. Et nous voyons aussi des conversions, des gens qui abandonnent leurs fétiches pour recevoir le baptême et pour qu'ils vivent concrètement la parole de Dieu. 120 ans, ce n'est pas 120 mois, ce n'est pas 120 jours. Donc, il faut qu'on continue cette évangélisation, il faut qu'on la répande dans notre pays. Saint-Antoine de Padoue, maître des doctrines spirituelles, les chrétiens ont été invités à vivre à son image. Il a vécu pratiquement 36 ans. Les fidèles doivent vivre à l'image de Saint-Antoine de Padoue, leur saint patron, et apprendre de lui cette dévotion pour le Seigneur. La paroisse Saint-Antoine de Padoue de Moussou est la troisième église construite en Côte d'Ivoire après celle du Sacré-Cœur de Grand Bassam et de Memni.
Dans l'actualité, ce dimanche au 19 juin, c'est la première journée mondiale de lutte contre le viol comme arme de guerre. La prise en compte du viol comme arme de guerre dans les conflits actuels est récente. Elle n'a fait l'objet d'une résolution adoptée par l'Assemblée générale de l'ONU que l'année dernière. Pourtant, cette arme serait utilisée dans plus de 10 pays dans le monde. Explication Salima Toudia, Sylvie Touré. Des milliers de femmes et d'enfants sont victimes d'actes de viol, d'agressions sexuelles, de prostitution forcée et d'esclavage sexuel pendant les périodes de guerre ou de conflit. Cette pratique sexuelle est utilisée systématiquement pour atteindre des objectifs militaires ou politiques. Le viol a pour effet de détruire la cellule familiale et le tissu social à long terme, de propager des maladies telles que le VIH-Sida et de provoquer le rejet des victimes par leur famille afin d'empêcher toute stabilité sociétale de se former. En Afrique, les institutions des Nations Unies évaluent à plus de 60 000 le nombre de femmes qui ont été violées durant la guerre civile en Sierra Leone entre 1991 et 2002. Plus de 40 000 au Libéria entre 1989 et 2003 et pas moins de 200 000 en RDC depuis 1998. Durant les 3 mois du génocide rwandais en 1994, 100 000 à 250 000 femmes ont également été violées. Le phénomène est mondial, face au drame qui touche également hommes et enfants et perdure depuis des décennies. Les organisations internationales ont tiré la sonnette d'alarme. La prise en compte du viol comme arme de guerre a été finalement adoptée en 2015 à l'ONU. Cette décision mène aujourd'hui à la sensibilisation et à la lutte contre le fléau. Le prix Sakharov 2014, Dr Denis Mukwege, qui a réparé 40 000 femmes, joue également un rôle prépondérant dans cette lutte. L'éradication des conflits reste, selon les responsables des questions de violence sexuelle, une solution majeure pour la diminution du nombre de victimes. La région de Difa, dans le sud-est du Niger, à la frontière nigériane, est particulièrement affectée par les violences attribuées à Boko Haram. Le harcèlement permanent, l'insécurité ont fait fuir une partie de la population et pèsent sur une économie déjà affaiblie par les mesures restrictives des autorités pour prévenir les infiltrations de Boko Haram. Kader Ouattara, Sidonie Davila. Difa et sa région sous la menace permanente de Boko Haram. Conséquence, l'économie est au ralenti. Le commerce des principales richesses locales, telles que le poisson et le poivron, provenant du lac Tchad, sont suspendus. En cause, l'interdiction de circulation des motos en provenance du lac Tchad, fréquemment utilisées par Boko Haram pour perpétrer des attentats ou mener leurs attaques. Ces activités faisaient vivre des milliers de foyers dans la région. Il y a des routes qui sont interdites par l'insécurité parce qu'il y a quelques marchés qui sont à la frontière du Nigeria. Donc ces marchés-là ont été arrêtés. Et il y a des produits qu'on transporte, surtout le poivron et puis les poissons. Donc tout ça s'est arrêté à cause de l'insécurité. C'est à cause de Boko Haram. Avant, il y a des circulations de l'argent qui trace entre les Nera et je ne sais pas ce qui sont là. Mais maintenant, il n'y a pas, parce qu'il n'y a pas de population. Et il n'y a pas d'argent, il n'y a pas de boulot, il n'y a pas de travail, il n'y a pas de champs, il n'y a pas tout ça là. C'est ça le grand problème. Selon la société civile nigérienne, 13 000 personnes auraient été mises au chômage en raison de l'interdiction des motos qui était le principal moyen de transport. Aujourd'hui, la plupart des agriculteurs sont des déplacés internes. Tous espèrent, à défaut d'y croire, que la situation générée par Boko Haram va se résorber rapidement. Pour l'heure, une grande partie des 600 000 habitants de la région de Difa vit sous perfusion des agences humanitaires qui doivent aussi porter assistance à 100 000 déplacés internes et 15 000 réfugiés nigériens. Le 16 juin dernier, un camp accueillant des réfugiés et des déplacés a été attaqué dans la région peu après le passage d'une importante délégation ministérielle nigérienne. Cela ne fait aucun doute. Le cerveau présumé de l'attaque de l'université de Garissa a été tué en Somalie. L'information a été confirmée par les Chebab qui avaient, je rappelle, revendiqué cette attaque. Le Kenya avait annoncé en juillet 2015 la mort du présumé cerveau Mohamed. Je rappelle, en avril 2015, l'attaque menée par les Chebab contre l'université de Garissa au Kenya avait fait 148 morts.
Plus réjouissant à présent, ici en Côte d'Ivoire, la Miss Côte d'Ivoire 2016, Esther Memel, a reçu son véhicule de type 4x4. Une voiture qu'elle devrait utiliser avec ses dauphines pendant 1 an. Et celle-ci, c'est-à-dire la voiture, ne reviendra qu'après son mandat. C'est sous le projecteur des photographes et caméramans que Esther Memel, Miss Côte d'Ivoire 2016, reçoit son véhicule. Visiblement heureuse de recevoir les clés, elle promet en faire bon usage. C'est un honneur pour nous, les 5 lauréates, plutôt 4 aujourd'hui, d'être en votre présence et merci beaucoup à l'équipe pour l'authenticité de cet acte. Merci pour ce cadeau. Une voiture de fonction pour la Miss et ses dauphines pour une durée d'1 an. Dès la fin de leur mandat, le véhicule reviendra définitivement à Esther Memel, Miss Côte d'Ivoire 2016. Je dirais merci aux parents qui nous ont fait confiance en nous confiant leurs enfants. À tout le personnel de Tractafrique et particulièrement vraiment à Mme Amélie Conan qui a fait des mains et des pieds pour que ce partenariat ait lieu. Le partenaire n'a pas manqué de féliciter la Miss Côte d'Ivoire 2016 et le Comici qui célèbre également ses 20 années d'existence cette année. J'adresse mes sincères félicitations à mademoiselle Esther Memel, représentante de la région du Bélier. Votre beauté hors pair et votre assurance ont été des atouts indéniables pour remporter ce titre tant convoité. Nous avons l'immense plaisir aujourd'hui de vous offrir un magnifique véhicule. Élue le 4 juin dernier, la nouvelle reine de la beauté ivoirienne est étudiante en 3e année d'études supérieures en commerce option assurance à l'Institut national Félix Houphouët-Boigny de Yamoussoukro. Reportage réalisé pour vous par Malika Koulibaly et Moussa Konaté. La ministre de la Solidarité, de la Cohésion sociale et de l'indemnisation des victimes était à la 6e édition du gala de fondation de la Fondation Aristide Bansé, footballeur international burkinabé. C'était à Williamsville. Ce gala, qui a vu la participation de plusieurs internationaux de football ivoirien burkinabé, a été l'occasion pour Mariatou Koné de l'ancien appel au retour au pays des Ivoiriens en exil, à Boussanogo. La cohésion sociale au cœur de la 6e édition du match de gala de la Fondation Aristide Bansé, footballeur international burkinabé. Et pour l'occasion, le stade de Williamsville dans la commune d'Adjamé a refusé du monde. Ambiance entretenue par des artistes et le comité national d'animation et de soutien aux éléphants de Côte d'Ivoire. Le match de gala a débuté par une remise de vivres à l'ONG Mère pour l'enfant de Port-Boué par Aristide Bansé et Mariatou Koné, ministre de la Solidarité, de la Cohésion sociale et de l'indemnisation des victimes. Le but du gala, c'est pour dire à la population de Williamsville et aux Ivoiriens et les Burkinabés et aux autres communautés qu'on peut vivre ensemble. Ce gala placé sous le sceau de la cohésion sociale a été marqué par une rencontre de football qui a réuni plusieurs internationaux burkinabés et ivoiriens. Il y a l'équipe nationale du Burkina et la moitié de l'équipe de la Côte d'Ivoire. Donc c'est une cohésion pour montrer que Côte d'Ivoire et le Burkina Faso, c'est pareil. C'est un très bon thème, mais le plus important, c'est l'acte qui sera posé. Le Burkina et la Côte d'Ivoire, c'est des frères. C'est des frères, on a toujours été des frères, on sera toujours des frères. Une initiative saluée par Mariatou Koné qui a saisi l'occasion pour lancer un appel au retour au pays des Ivoiriens réfugiés ou en exil. Par la magie du sport, on retrouve ici des milliers de personnes qui sont sans distinction de religion, d'appartenance politique, de groupe ethnique, à l'endroit de tous les Ivoiriens qui sont à l'extérieur du pays. Il faut qu'ils rentrent pour qu'ensemble nous construisions notre beau pays. Le match de gala a opposé les amis d'Aristide Bansé à la génération 92. Zokora Didi, Mas Alain Gradel, Bakary Koné, Jonathan Zongo, Serge Djewa Pakom, Kader Keita, Basila Kakwame, Alain Traoré, Oma Ben Salah et Siaka Bamba ont donné du plaisir au nombre public de Williamsville. Score final 3-1 pour les amis d'Aristide Bansé. À présent, des échos du championnat national de football, la 19e journée s'est jouée aujourd'hui au stade Champrou et l'Africa Sport d'Abidjan était opposé à Mossou Football Club. Score final 2 buts partout.
Avant de nous séparer, sachez qu'il y a DDF ce soir à partir de 22h. Au menu de dimanche de foot, un retour sur le match ASEC-WAC, comme temps pour la première journée des matchs de poule de la Ligue des champions CAF. Il y aura également les résumés de la 19e journée de Ligue 1. Le doc ivoire de DDF est consacré à Syriac Goibi, l'ex-académicien de retour sur les lieux de son apprentissage du foot. L'entrevue de DDF reçoit Bakary Kone. L'international burkinabé fait le point sur sa carrière et parle de son futur. À l'extérieur, les caméras de dimanche de foot étaient au plus près des supporters et des joueurs français pendant le match France-Albanie à l'Euro 2016. DDF, c'est également des nouvelles de nos pros, les plus beaux buts du week-end et les rubriques habituelles. Comment s'en foot? Prenez donc rendez-vous à 22h sur RTI1 et bonne fête à tous les papas qui nous regardent.